récemment, on a fait des scalings très agressifs. C'est-à-dire qu'on a une marque qui a fait 40K day en une semaine, on a une autre qui a fait 100K day en un peu plus d'un mois, et ça, c'est clairement grâce au... Ils utilisent des données de méta pour comprendre les profils psychologiques des personnes et ils utilisaient différentes approches pour en fait leur faire prendre une décision. Si vous voulez renverser un gouvernement, ils allaient montrer une partie de la population qui était pour, on va dire, je sais pas, une religion. Ils allaient montrer que cette religion-là, les gens sont gentils, etc. Et une autre partie, qu'ils allaient leur montrer que cette religion-là tuait. Comme ça, en fait, il y avait une haine entre les deux et comme ça, ils pouvaient renverser un État. Et nous, on a aussi segmenté par approche psychologique et méta aime beaucoup ça. On fait souvent des tournois, par exemple avec $1000 de cash price, et ça va être par exemple 6 vidéomonteurs qui vont s'affronter avec des consignes qu'on a données au préalable. Ça permet en fait de monter en compétence sur ce nouveau skill, et ça permet aussi aux autres, les moins expérimentés, de voir ce que font les meilleurs. Je suis pas sûr qu'on l'avait partagé dans le podcast, mais c'est sur les job posts. Il y a eu vraiment des profils vraiment exceptionnels sur Upwork. Juste le fait d'avoir changé j'ai eu instantanément des top profils qui m'ont envoyé des top looms. Nouveau podcast Master. Aujourd'hui, je suis de nouveau très bien accompagné. Comme d'habitude, Nico, et on a un invité d'exception, Kael. Aujourd'hui, ça va beaucoup parler en termes de créative, de marketing. Donc, Kael, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un expert en créative. Il a une agence, mais je vais le laisser se présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Bienvenue, Kael. Salut, merci de l'invitation. Donc je me présente, c'est Kael. Je suis le founder de l'agence Luma. Donc on est une agence de creative performance. On va vraiment aider en opération sur la partie créative. On va aussi conseiller un peu plus globalement côté product, côté CRO et tout ce qui peut englober un shop e-com en général. Ok. Et du coup, là, les clients que tu accompagnes, c'est quel type de clients? Ils font quel type de résultats, juste pour qu'on puisse se situer? Ouais, carrément. Donc, les clients avec qui on travaille, ils vont aller de 300K months à 3 millions months. Donc, on commence à travailler à partir de 300K dans l'agence. Et là, on est en train tout doucement de transitionner vers que des shops US. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher minimum 1 million months. C'est vraiment ce qu'on vise. On veut s'expertiser sur le marché et sur les gros shops. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait 300K months et il vient avec vous. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Qu'est-ce que tu peux nous partager que vous allez faire pour lui faire scaler à plus d'1 million par mois? Juste dans la partie créative. Ouais, exactement. Donc, nous, on va vraiment intervenir en opération sur la partie créative. Et nous, ce qu'on va vraiment apporter, c'est dans un premier temps du volume. Donc, moi, je suis un fervent défenseur du volume en créative. Principalement, ça sera ça. On va aussi apporter énormément de diversité. On fait de la veille constante, on va travailler sur plein de formats et de concepts en vidéo comme en statique. Et on va aussi apporter tout le côté stratégie, donc en faisant de la veille concurrentielle, en allant vraiment faire du review mining et plein d'autres choses intéressantes pour vraiment essayer de taper juste en termes de marketing. Et on va dire que c'est vraiment ça les 3 gros piliers qu'on va apporter avec l'agence. Se dire là, quelqu'un qui nous regarde, comment il peut savoir s'il fait du bon volume ou pas assez ou trop? Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ouais, c'est une question jamais évidente parce qu'il y a tout le temps l'arbitrage entre qualité et volume. Moi, j'aurais tendance à conseiller de tout le temps faire le plus de volume possible à condition de garder une bonne qualité. Donc, c'est un peu subjectif. Mais si vous arrivez à traquer les KPI de vos créatives, à faire une feedback loop, et quand vous regardez chaque créative, vous en êtes fier. Tant qu'on a ces critères-là, je conseille d'envoyer le plus de volume possible. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que le volume, il n'y a pas forcément un nombre exact, mais simplement si on prend un compte actuel et on dit ok, là si tu peux améliorer la qualité et si tu es ok de ta qualité, que c'est parfait, tu as du bon hit rate, augmente le volume, ça va t'apporter plus de spend. C'est logique, mais pas assez de personnes le font. Ouais, et peut-être pour appuyer mon propos, je parlerai peut-être aussi de diversité. C'est-à-dire que si c'est pour faire un énorme volume, mais de 90% de statique, en plus, si ça ne performe pas forcément sur la account, ça veut tout et rien dire. Il faut aussi apporter une certaine diversité de concepts. Certains qui sont peut-être plus durs à exécuter, mais il faut le prendre en compte dans l'équation. Et il faut tout le temps respecter cette feedback loop, travailler sur les formats, les concepts et les angles qui fonctionnent le mieux chez nous. Donc, entre faire des créas IA, des mashups, des VSL, des short forms ou des statiques, il faut aussi prendre ça en compte dans l'équation du volume. Ouais, 100%. Et pour toi, quelqu'un qui veut se diversifier, ok, là, comment il doit diversifier? Alors,
Pour moi, il y a plein de manières de se diversifier. Ce qui me semble primordial déjà, c'est réfléchir d'un point de vue marketing avant même de réfléchir d'un point de vue format ou concept. Donc j'aurais tendance à dire de diversifier les avatars, les sub-avatars, diversifier les angles marketing, surtout au début, pour vraiment faire cet effet un peu entonnoir. Au début, on teste un peu tout, après, on s'arrête sur ce qui fonctionne le mieux grâce à l'expérience. Voilà, c'est principalement ça niveau marketing dans les grandes lignes. Et ensuite, vraiment faire une grande diversité niveau des formats et des concepts. Donc moi, ce que j'appelle format, ça va être vraiment le squelette de la créative. Donc VSL, short form, mashup, statique, native, vidéo IA, assumé ou non, type Pixar ou alors réaliste. Et au sein même des formats, si on creuse, on a aussi les concepts. Et l'exemple le plus facile, c'est par exemple côté statique. On a des statiques headline, on a des statiques before after, us versus them, post-it, warehouse. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses dans l'agence. Il y a le fond et la forme. Et le but, c'est de diversifier les deux. Et ensuite, de faire un entonnoir quand on commence à avoir une feedback loop avec suffisamment de volume pour valider ou invalider quelque chose. Il y a aussi la diversité que nous, on applique, la diversité psychologique. Et ça, peu de personnes en parlent. Mais en fait, on a différents segments d'avatars. C'est-à-dire, il y a des personnes, pour juste donner du contexte, qui ne vont pas réagir de la même manière à certains types d'ads. Par exemple, on va dire des gens qui sont peut-être comme nous, c'est-à-dire des profils entrepreneurs, etc. Certains types d'ads, avec certaines approches psychologiques, ça va pas marcher. Parce que nous, on sait, par exemple, que c'est une ads, ou on peut capter que c'est une ads. Du coup, en fait, il faut différentes approches. C'est-à-dire que nous, on a aussi segmenté par approche psychologique et Meta aime beaucoup ça. On a remarqué qu'en fait, une diversité psychologique, Meta, en fait, il va distribuer ça à d'autres secteurs d'avatar. Pour juste donner plus de précision, parce que je pense que c'est un peu vague, comme je l'ai expliqué. Mais en gros, nous, c'est par identité déjà de la personne, c'est-à-dire comment on va impacter la créa pour parler à différentes identités. Une qui est très forte là-dedans, c'est Sarah Levinger, où c'est qu'elle parlait des 3 types d'identités, que je suis très d'accord. Elle dit qu'il y a actual self, ideal self et hawk self. En gros, actual self, c'est qui est la personne et aujourd'hui, ok. Ideal self, c'est la personne qu'elle aimerait devenir, et hawk self, c'est ce qu'elle pense devoir être. Et en fait, l'approche de la créative, c'est-à-dire c'est une créa, on va venir l'impacter sous différentes manières et ça va venir parler à différentes personnes parce que l'approche psychologique est différente. Un exemple tout bête, quand on va parler en ideal self, c'est la personne qu'elle aimerait devenir. Par exemple, pour un produit perte de poids, si on va venir parler à la personne avec le L du futur, ça va venir toucher certains types de personnes parce que cette approche psychologique va marcher pour eux. Mais pour d'autres personnes, c'est la personne, il va falloir impacter sous ce qu'elle pense devoir être. Par exemple, elle pense qu'elle doit être une personne maigre. Okay, et en fait, ces différents types d'approches psychologiques, ça permet de toucher différents segments d'avatar. Et après, il y a aussi les charges émotionnelles. Ça, c'est un peu plus facile à comprendre, mais en gros, il y a certaines personnes qui vont réagir à du très agressif. C'est-à-dire que quand on va venir jouer sur de la peur, sur de la frustration, sur de la douleur forte, c'est-à-dire des émotions négatives élevées, elles vont réagir mieux. Tandis que d'autres, il va falloir leur donner des arguments plus doux, c'est-à-dire des charges émotionnelles plus positives, dans la joie. Et du coup, on a aussi une diversité en termes d'approche psychologique. Pour résumer, on a des ads qui sont plus dans la joie, c'est-à-dire des charges émotionnelles plus positives, faibles. On a des ads qui commencent par des charges émotionnelles négatives fortes, comme la peur. Attention, là, si tu continues comme ça, tu vas finir en chaise roulante, ok. Et ça va parler à différents types de personnes. Je pense que vous-même, s'il y a des pubs qui sont trop agressives, par exemple, ça va peut-être pas vous parler. Ou au contraire, si elles vont vous faire ressentir de la joie, de l'euphorie, ça va vous parler. Et c'est pareil, en fait, les personnes ne réagissent pas toutes pareilles. Et ça, c'est quelque chose que trop peu de personnes en parlent et que faisait Cambridge Analytica, pour ceux qui connaissent. Cambridge Analytica, c'était une société qui a manipulé en fait des peuples, qui a manipulé des votes de présidents, etc. Donc, il y a un documentaire sur Netflix qui est incroyable à leur sujet. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils utilisaient des données de Meta pour comprendre les profils psychologiques des personnes et ils utilisaient différentes approches pour en fait leur faire prendre une décision. Si vous voulez renverser un gouvernement, ils allaient montrer une partie de la population qui était pour, on va dire, je sais pas, une religion, ok, ils allaient montrer que cette religion-là, eh ben, les gens sont gentils, etc. Et une autre partie de profil psychologique, ils allaient leur montrer que cette
religion-là tuait, etc. Comme ça, en fait, il y avait une haine entre les deux, et comme ça, ils pouvaient renverser un État. Donc, ce qui était super intéressant avec eux, c'est qu'en fait, ils quadrillaient les gens selon leur profil psychologique, et ils allaient leur montrer des choses selon la peur, selon l'espoir, selon la joie, pour en fait leur impacter positivement. Et ça, c'est pas encore assez appliqué en natte. Et ça, c'est quelque chose d'assez poussé que je pense c'est important d'en parler. On en a parlé, t'allais lancer des campagnes de propagande, non? Propagande, ouais. Pour donner le contexte, on voulait augmenter de prix sur un produit qu'on n'arrivait pas, on testait différentes offres et on s'est dit ok, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va faire des campagnes impression où c'est qu'on allait montrer une image de plus premium, etc. pour qu'au fil du temps on puisse augmenter le prix. Et je sais pas si c'est ces campagnes-là qui ont aidé ou si à force de persévérer, mais on a pu augmenter le prix. Et pourtant on avait fait des A/B tests, ça marchait pas, mais à force de montrer et d'avoir des campagnes par impression, on a pu augmenter le prix. En tout cas, je rebondis sur ce que tu as dit, Mathéo. C'est très intéressant, les leviers psychologiques, les émotions. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment beaucoup inculquer à mon équipe. Moi, je suis un fervent défenseur d'avoir un bon champ lexical. En fait, c'est super important parce que je pense que ça permet de réfléchir de la bonne des manières. Quand on recrute dans l'agence, le premier truc, c'est d'avoir le champ lexical et de le connaître par cœur. Et ça va être des termes en fait, qui vont vraiment framer notre pensée. Donc là, les mots qui me viennent à l'esprit, ça va être pain point, dream outcome, profil psychographique, profil démographique, avatar, objection. Voilà, il y en existe vraiment beaucoup des mots. Et justement, ça permet aussi de rentrer en profondeur dans les scripts et ça permet aussi d'avoir de la diversité. Parce que si on ne connaît pas toutes les émotions, si on ne connaît pas tous les leviers, on peut difficilement piloter Claude et faire des super scripts sans avoir ça en tête. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant, c'est ayez un champ lexical solide, comme ça vous allez penser de la bonne des manières et vous allez avoir ensuite des réflexes lorsque vous allez prompter, créer des scripts. Et justement, ça permet de rejoindre ce que tu disais, de faire une diversité au sein même du script et dans la profondeur marketing. Ouais, 100%. Et du coup, vous actuellement, vous êtes combien dans ton équipe? Alors, si tu peux nous expliquer comment tu fais pour en fait, tu sources des talents, tu les formes, comment ça se passe? Alors actuellement, on est un peu moins d'une vingtaine, donc on doit être 18 ou 19. On a déjà été plus nombreux, mais à un moment donné, j'ai fait une purge. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'avancer avec peu de personnes, mais ultra dévouées. T'as tué quelques personnes qui étaient en trop. Ouais, c'est ça. Le but, c'était vraiment d'avancer avec une petite équipe de Navy Seals. C'est un peu comme ça que quand on discute ensemble, qu'on se voit. Et pour recruter, c'est relativement simple. Donc, beaucoup de recommandations au sein même de l'équipe. Donc, ça va faire 2 ans maintenant qu'on est là. Donc, on recrute doucement, mais sûrement. J'ai vraiment pas envie en fait, de recruter rapidement et avoir des talents moyens. C'est pas du tout l'objectif de l'agence. Surtout que nous, on price au pourcentage, ce qui fait qu'on est 100% aligné avec la performance des shops. On a aucun intérêt à mettre un junior sur un shop. Et sinon, après, ça va être des recrutements via questionnaire en faisant pas mal de masse. Donc, que ça soit sur Online Job, sur Upwork ou sur d'autres plateformes, on va vraiment en fait demander des vidéos d'essai, on va mettre un questionnaire et on fait vraiment du volume. Par exemple, la dernière recrue qu'on a recrutée, on était sur 150, 200 profils avec test vidéo et semaine d'essai. Test vidéo, c'est quoi exactement? Alors, test vidéo, ça va être de donner un corpus de vidéos référence. Comme ça, ils voient quand même à quoi ressemble l'output. Et ensuite, je vais leur donner du coup des b-rolls et je vais leur demander de monter une vidéo sur un angle proposé et un angle libre basé sur leur analyse de l'ad librairie. En fait, j'essaie d'être assez flou dans les règles pour aussi voir les soft skills de la personne. Est-ce qu'elle est débrouillarde? Est-ce qu'elle sait elle-même analyser? Et le but, c'est pas de vraiment trop guider la personne. Et donc, ça va être à ça que ça va ressembler. Donc, on attend 2 à 3 vidéos d'une trentaine de secondes. Le vidéo éditeur, on est d'accord que c'est un poste important. Je pense que beaucoup de personnes peut-être n'ont pas ou ne savent pas exactement comment recruter un vidéo éditeur. Donc, on est d'accord. Si je résume ce que tu as fait au niveau du process, c'est du volume. Ensuite, c'est bien faire des bons tests, des bons essais vidéo. Il y a d'autres tips que tu aimerais partager? Ouais, un autre tips, c'est un tips que j'ai peu entendu, mais qui me semble primordial après avoir recruté pas mal de personnes ces dernières années. C'est la formation. C'est-à-dire que
le jeu commence une fois qu'on a recruté la personne. En fait, on a des formations internes. Dans l'agence, on a 2 weekly calls avec l'équipe. Le but, c'est de augmenter le niveau marketing de chacun. Le but, c'est de faire des reviews pour avoir une feedback loop constante. Et donc, le gros tips que je donnerais, c'est un recrutement, selon moi, ça s'effectue sur 3 à 6 mois. Parce qu'il y a un temps de formation et de review, il faut être derrière. Et moi, mon équipe, je les vois comme des assets. On va travailler ensemble pendant plusieurs années. Donc, en fait, mettre l'effort les premiers mois, pour moi, ça en vaut largement la chandelle. Et vouloir recruter un vidéomonteur ultra performant en quelques jours ou quelques semaines, ça me paraît ambitieux. Ouais, je suis d'accord. Nous, ce qu'on fait, pareil, c'est du volume. Pour un poste de vidéo éditeur, pour quelqu'un qui veut trouver une perle au niveau vidéo éditeur, donc déjà, ce qui marche très très bien, c'est de demander à nos équipes ou aux gens talentueux qu'on connaît, ok, un créatif stratégiste ou un vidéo éditeur, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre talentueux? Là, déjà, c'est comme ça que nous, on a obtenu nos meilleures personnes, parce que si la personne est bonne, elle sait à quoi ressemble une personne qui est bonne. Puis on lui donne des dollars ou des euros si elle nous donne un referrals. Du coup, elle a tout intérêt à nous donner une bonne personne. Donc ça, c'est le truc le plus simple déjà. Et ensuite, pareil, du volume, on leur met un essai gratuit en premier. C'est-à-dire que nous, on fait remplir un form. Ensuite, on sélectionne les candidats qui fit le mieux en fonction de la vidéo qu'ils ont mis et de certaines réponses qu'ils ont mis et pour qui ils ont travaillé. Ensuite, on leur donne un essai gratuit. Donc là, on leur donne accès à une bibliothèque, une petite bibliothèque de footage, et on va leur donner une ads, on va leur donner des instructions, un naming à suivre, et on va vite voir en fait s'ils arrivent à suivre les instructions qui sont simples, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire du DTC, etc. Parce que tu vois, des hooks, ok, on dit fais-nous 3 hooks. Si la personne t'envoie qu'une vidéo puis elle te dit ok, je sais pas, ça veut dire quoi un autre hook, ben là on voit qu'elle n'a pas l'habitude. Et là on arrive déjà à déceler ceux qui sont bons ou ceux qui sont moyens. Et après on fait un essai payant. Là pareil, 3 scripts, dont un où c'est qu'on leur demande de ne pas mettre de voice-over, juste de venir en fait générer des émotions. Comment il va choisir les footages, comment il va les mettre, est-ce qu'il va mettre du ralenti, est-ce qu'il va jouer sur la musique, etc. En fait, on veut que la personne ressente des émotions et qu'il y ait différentes blocs marketing posés. C'est-à-dire, je lui ai dit, je veux du avant-après, je veux de l'autorité, je veux ci, je veux ça. Puis en fait, je veux voir comment il mixe ses b-rolls. Et ça, c'est très important comme essai. Là, on arrive à vite voir si quelqu'un est capable de faire, de en fait sélectionner bon footage pour en fait créer quelque chose, créer une émotion. Et après, si la personne est bonne, on la met en essai sur une semaine et on lui donne du vrai travail. Et voilà, c'est à peu près tout le process. Mais j'ai encore discuté avec des gars qui font des dizaines de millions. Là, on a discuté au dernier mastermind avec un gars. Il a dit, il n'y a pas de secret, hein, c'est le volume. Sur vidéo éditeur, c'est le volume. Et sur du volume, tu trouves des perles. C'est tout. Ouais, carrément. Et on a un process assez similaire. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est donc pareil, le premier essai est gratuit. Là, c'est juste le but, c'est de voir s'il y a un peu de volonté et si la personne a envie. Par contre, ensuite, quand on fait la période payante, donc nous, c'est sur une semaine. Donc moi, je mets quelqu'un de mon équipe sur ça, qui va vraiment en fait faire un daily call avec la personne en fin de journée pour vraiment lui faire une feedback loop de sa production pendant une semaine. Et ça, c'est très important pour moi. En fait, avant de valoriser les hard skills, j'ai envie de voir les soft skills de la personne et sa capacité de learning, sa learning curve. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a eu des pépites qui étaient plutôt bonnes, mais pas satisfaisantes day one. Mais par contre, day 5, avec les feedback loops et l'écoute, ils sont devenus excellents. Et derrière, ça a forcément suivi les semaines et les mois qui viennent. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu des vrais A-players. Nous, les soft skills, c'est extrêmement important, bien devant savoir vidéo monter ou non. Je suis 100% d'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour les former et qu'ils deviennent vraiment bons? Tu leur mets un vidéo éditeur senior? Alors, nous, donc faut savoir qu'ils ont tout le temps quelqu'un derrière, donc quelqu'un de plus expérimenté, soit un vidéo éditeur senior, soit un créa strat ou soit moi-même. Je suis très dans les tranchées moi-même, hein, c'est tous les jours. Donc forcément, une feedback loop d'une personne plus expérimentée qu'eux. Ensuite, quelque chose que j'adore faire avec mon équipe, c'est donc on a des weekly calls, mais aussi on fait beaucoup de concours et de tournois en interne. Donc, on gamifie un peu la chose. Le but, c'est aussi d'avancer dans la bonne humeur et la performance. Mais on fait souvent des tournois, par exemple, avec $1000 de cash price. Et ça va être, par exemple, 6 vidéomonteurs qui vont s'affronter avec des consignes qu'on a données au préalable.
Et là, par exemple, le dernier, c'était jeudi. Le thème, c'était les vidéos IA. Avec Xfil, Kling, etc. Ça permet en fait de monter en compétence sur ce nouveau skill. Et ça permet aussi aux autres, les moins expérimentés, de voir ce que font les meilleurs, dans la bonne humeur, en call. Je fais commenter à chaque fois un vidéomonteur sur l'autre pour pouvoir comprendre aussi lui comment il réfléchit, etc. C'est important pour moi. Et à la fin, il y a un cash prize, tout le monde est content. On travaille dans la bonne humeur et c'est gamifier un peu l'expérience. Ça permet aussi d'avoir une équipe engagée. C'est ce qu'on applique depuis pas mal de mois maintenant et ça marche super bien. C'est génial, ça, c'est génial. Donc, en fait, si je reprends le concept du tournoi, en gros, je pourrais proposer un challenge à de mes vidéos éditeurs. T'as fait quoi comme d'autres challenges à part le challenge IA pour nous donner un peu des inspi? Ouais, carrément. Un autre exemple de concours, bah là, cette fois-ci, c'est avec l'équipe Static. Donc, on a pris une marque sur laquelle on travaille et chacun devait venir avec son meilleur batch de native ads. Donc, 25 natives chacun. Et le but, c'était vraiment de les analyser ensemble, de les regarder. Comme ça, en fait, chacun peut voir qui fait quoi. Donc, ça donne des nouvelles idées, forcément. Et moi, pendant 1 heure, je les commente. C'est-à-dire, je parle de l'avatar qui est ciblé, quel pain point est ciblé. Je les challenge aussi. Pourquoi celle-ci? Certaines vont me dire que ça vient du questionnaire post-achat. Ils ont trouvé une insight intéressante. Et voilà, en fait, le but, c'est de les challenger et que tout le monde peut voir qui fait quoi. Et les commentaires des autres, ça permet aussi de forcément s'améliorer. Donc voilà, ça, c'est un autre exemple. Et des exemples, il y en a vraiment plein. En fait, c'est tout ce qu'on peut produire. On peut en faire un concours. C'est vraiment ça l'idée. Et on peut se focaliser sur le script, sur le hook, sur un format, un concept précis. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un concours sur nos points faibles afin que les meilleurs puissent apprendre aux moins bons. Et le fait de commenter, challenger, ça permet d'impliquer tout le monde. Et tu donnes un gain en fonction du résultat ou c'est toi qui choisis le gagnant? Alors ça, c'est moi qui choisis le gagnant. Donc, je fais un peu l'arbitre dans l'équation. Et après, les tournois, franchement, on n'a pas de règles spécifiques. Souvent, il y a un cash price, premier, deuxième, troisième. Et là, celui de la semaine prochaine, il est différent. C'est si 5 sur 6 des participants font de la bonne qualité selon moi, tout le monde gagne. Sinon, s'il y en a 2 qui sont moins bons sur les 6, tout le monde perd. J'essaye un peu. Après, franchement, j'ai pas de règles dans l'absolu. Le but, c'est d'avoir un cash price intéressant, que tout le monde se donne et de highlight les bons boulots et de faire savoir aussi quand c'est pas sérieux. Et en termes de volume, combien produisent à peu près de vidéos, de nouveaux concepts, tes vidéos éditeurs par semaine? Par semaine, donc ça va dépendre des vidéos éditeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain, c'est que tous les vidéos éditeurs ne se valent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, mais en termes de volume, il y en a beaucoup mieux organisés, avec plus d'expérience. Donc en fait, ça va vraiment dépendre. On a des contrats par vidéo éditeur. Sinon, nous, comment on fonctionne? On fonctionne par système de batch. Donc en fait, on fait une vidéo principale avec 3 variantes. Donc les 3 variantes, ça va être des changements des 6 à 10 premières secondes. Donc des big swings les 10 premières secondes. Et certains vont être en capacité de produire 2 batchs, d'autres 3. Et les meilleurs, ils peuvent aller jusqu'à 4 ou 5. Ça dépend aussi du format. En fait, on a des règles en interne. Qu'est-ce qu'il y a un batch? Forcément, une VSL, ça ne nécessite pas le même effort qu'un mashup. Donc, en fait, on a un peu un système de qu'est-ce qu'il y a un batch en interne. Et chacun, selon ses capacités, fait un nombre de batchs défini dans un contrat. C'est-à-dire par jour, en moyenne, c'est entre 2 et 3 batchs par jour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une bonne moyenne, je dirais, c'est 3 batchs. Ouais, 3 batchs, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien, hein. Ok. Et selon toi, c'est quoi qui marche le mieux quand vous testez des big swings dans les 6 premières secondes? Et c'est quoi que tu as eu comme learning en fonction de tous les batchs que tu fais qui marche le mieux? Les 6 premières secondes, c'est vraiment énorme ce que ça peut apporter en termes de perf. C'est d'ailleurs pour ça qu'on itère énormément nos winners. Parce qu'en fait, il faut comprendre à quel point, selon moi, c'est important. Ça peut tout changer sur une perf. Et sinon, des learnings intéressants. Récemment, c'est les hooks what the fuck. Vraiment des hooks faits à l'IA complètement délirants. Ça marche très bien. Tu as des exemples? Ouais, des exemples, ça peut être, par exemple, une repousse de cheveux faite à l'IA. Donc
Donc une repousse super rapide, pas réaliste, ça peut être un ventre qui explose, ça peut être des veines qui gonflent de manière très anormale sur une jambe. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être super créatif, il n'y a pas de règles, mais c'est vraiment d'accentuer la chose à son paroxysme. Donc c'est un peu ce que je peux dire là comme ça. Call out l'audience, donc interpeller l'audience ou l'avatar dans le hook, ça c'est quelque chose qui performe très très bien chez nous. Et justement dans les itérations, on peut interpeller des avatars différents à condition que ça soit congruent avec le reste du script, donc du body et du CTA. Donc ça vraiment, les hook what the fuck et les call out d'audience, c'est extrêmement performant. Et je dirais, pour les marchés un peu plus sophistiqués, directement attaquer avec l'offre dans le hook, ça marche très bien. Moi, en fait, quand je parle de sophistication et d'awareness, je la réfléchis à l'échelle du marché, pas que à l'échelle de notre brand. Et parfois, c'est très bien, même en début de brand, d'avoir des créas très bottom of funnel. Mais en fait, faut pas oublier que le prospect a déjà vu peut-être des dizaines de créatifs de concurrents et il fait parfois pas trop la différence entre une marque et une autre. Donc, des hooks bof, ça permet vraiment de récolter pas mal de performances, que ce soit pour notre marque ou en récoltant ce qu'a produit les concurrents. Ouais, je suis 100% d'accord et les gens, je pense, se rendent pas compte de ce que tu as dit, à quel point c'est puissant. Mais nous, on le fait et on l'a fait encore et on a eu des top performers l'année passée où c'est que simplement, c'était notre meilleur ads où c'est qu'on avait venu ajouter l'offre. Et on avait commencé juste en parlant de l'offre. Ça, c'est la meilleure offre de tous les temps. En gros, on a fait exactement ce que tu as dit. Call out, ok, attention, on a ciblé l'avatar. Ceci est notre meilleure offre de tous les temps. Et ensuite, on a donné l'offre, on a justifié l'offre et ensuite, on avait la creative winneuse. Et on a fait des itérations sur toutes nos winner ads. Vous savez qu'on rajoutait l'offre en départ, exactement de cette manière-là. Attention, avatar, l'offre, c'est la meilleure offre de tous les temps, puis ensuite la creative winneuse. Et ça out-scalé nos meilleurs performers. C'est-à-dire, on avait une créa banger, c'est je sais pas, elle a spend 100K, et ben ça, on a fait encore plus. Donc, je pense que c'est particulièrement adapté, comme tu as dit, dans un stage, dans un marché où c'est que c'est sophistiqué, ou dans des produits où c'est qu'il y a beaucoup de... où c'est que l'offre est importante. Vraiment, c'est game changer. Et là, on va encore le refaire cette année. Et on va aussi... c'est encore mieux quand c'est bien justifié. C'est-à-dire quand l'offre est bien justifiée, et ben là, ok, ben là, ils doivent acheter maintenant. Nous, un truc qu'on va faire, et ça, je peux donner un petit tips. En gros, pour chaque marque, il y a des saisonnalités. C'est-à-dire chaque produit a des saisonnalités, il y a toujours des périodes hautes, des périodes basses. Il y a des périodes où c'est que les CPM sont plus bas, ok. Il y a des périodes où c'est que les CPM sont plus hauts, comme par exemple le Black Friday. Et un gros hack qui est d'utiliser, quand les CPM sont bas, de faire en fait des offres. Par exemple, offre anniversaire, de faire quand les CPM sont bas. Nous, par exemple, on va faire notre offre anniversaire quand les CPM vont être au plus bas. Comme ça, on va pouvoir en fait spender beaucoup plus, acquérir beaucoup pendant une période donnée. Donc là, bientôt, je pense qu'on va faire en juillet, les CPM vont être bien bas pour nous. Et là, on va capitaliser avec offre anniversaire. Et là, on va faire des ads qui vont venir justifier l'offre et qui va aussi réitérer sur nos top winners. Donc, ouais, les gens ne se rendent pas compte à quel point ce que tu as dit, c'est impactant. Ouais, 100%. Et sur les natives aussi, sur les natives images, le fait d'exagérer, comme tu as dit, Kael, ça marche aussi bien. Tu vois, il y a ce format que je vois qui explose. C'est simplement des images de tous les jours, mais un poil exagéré. Et c'est souvent un poil exagéré via l'IA. Et ça cartonne. Et ces native ads avec les images, ce qui cartonne aussi, c'est ensuite avoir la LP qui est congruente. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place avec tous les clients? Comment, au niveau des LP, le fait que ça suive le message de la créa, c'est quoi votre process? Est-ce que vous utilisez aussi Manus? Parce que je vois que Manus peut faire des LP en quelques secondes et ensuite on les modifie très rapidement. C'est quoi un peu le process qui suit les créas ensuite? Ouais, carrément, c'est quelque chose qu'on préconise. Donc, on va pas les produire nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'on préconise auprès des shop owners. Alors moi, quand il s'agit des natives, je conseille tout le temps, à part exception, de les essayer directement sur la page produit, en volume et varié. Le principe, c'est que si tu fais pas un ROAS minimum break-even sur une page produit, je pense pas que sur une listicle, tu vas faire ROAS 3 ou 4. Donc l'idée, c'est de tester vite et bien, avoir une bonne vitesse d'exécution.
Et si on arrive à aller chercher des natives performantes ou alors break-even, là, pourquoi pas prendre vraiment que les meilleurs et ensuite de faire une listicle congruente à ces natifs. Donc, on les regroupe par cluster. Donc, ça peut être selon l'avatar, l'angle qu'il cible. Et là, on va tous les lancer sur la listicle. Et si ça performe, ensuite, on fait le schéma inverse. On fait listicle vers ads vers listicle. En fait, on va faire des ads spécialisés pour cette listicle, le sens inverse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, notamment avec les natives. Toi qui es une agence du coup qui teste pas mal de choses sur pas mal de produits différents, et ça j'adore poser dans les agences parce que moi j'ai pas d'agence, du coup j'ai moins de learning qu'une agence par exemple. C'est quoi les learnings que tu pourrais nous partager ici à force de tester différents produits, différents marchés? C'est quoi comme learning dans les créas qu'il faut faire, pas faire selon tes learnings? Ouais, les learnings que j'ai, ils sont nombreux, mais finalement, on retombe beaucoup sur les fondamentaux en agence. En tout cas, moi, c'est vraiment le constat que j'ai fait après des mois et des mois. C'est que le véhicule, c'est vraiment ce qui va différencier les e-commerçants. Quand je dis véhicule, ça va être principalement le marché et le produit. En fait, y a beaucoup d'e-commerçants qui ont beaucoup de culpabilité lorsque ça stagne ou même lorsque ça baisse. Et des fois, c'est justifié. Il faut tout le temps être responsable de la performance et il faut de l'ownership. Ça, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il faut aussi savoir dézoomer et de se dire, peut-être je ne travaille pas sur le bon marché à hauteur de mes ambitions. Parfois, je ne travaille pas sur le bon produit. Et ça, c'est vraiment le learning le plus important. Nous, récemment, on a fait des scaling très agressifs. C'est-à-dire qu'on a une marque qui a fait 40 K day en une semaine. On a une autre qui a fait 100 K day en un peu plus d'un mois. Et ça, c'est clairement grâce au véhicule. Bien évidemment, on a aidé sur les créatives et je pense qu'on a apporté du bon résultat. Mais par contre, il y a aussi des shops où on va galérer à 20 K day alors qu'on met autant d'efforts, voire même plus. Donc, moi, le gros learning que j'aurais à donner, c'est faites du bon boulot, ayez de l'ownership, mais parfois, il faut accepter qu'on n'est pas dans le bon véhicule si vraiment on vise des hautes échelles de CA. Et bien évidemment, la saisonnalité et d'autres critères qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vraiment ça, en fait, le véhicule. Ça, pour moi, c'est le learning numéro 1. Je rajouterais surtout dans les phases de transition. En fait, au début, forcément, on a notre premier produit qui prend parce qu'on a testé des choses. Je parle plutôt pour les profils débutants ou même avancés, hein, ça arrive assez souvent. Et en fait, on se rattache à notre gagne-pain, à ce qui nous rapporte du profit. Mais nos ambitions grandissent à travers le temps. Et quand on veut aller chercher du 50-100 KDI constant sur une marque, parfois le véhicule ne suffit plus. Il faut savoir soit step back et faire une petite traversée du désert pour être aligné entre ses objectifs et son business model, avec le bon produit, la bonne unit economics. Ou parfois, faut savoir accepter qu'avec un produit, on ne fera pas autant qu'on veut et soit scaler horizontalement ou soit l'accepter. Ouais, 100%. Moi, je nomme juste mon hommage pour ça, c'est l'environnement. Pour moi, des fois, tu peux avoir un produit qui n'a pas un énorme TAM et tu peux faire les meilleurs créas, comme tu dis, et au final, ça ne le fera pas. Donc pour moi, la base, c'est déjà d'avoir un produit avec un grand TAM, d'avoir une offre aussi qui est validée, parce que des fois, c'est juste l'offre qui n'est pas validée. Du coup, tu peux faire ce que tu veux en créa, mais tu n'as pas la meilleure offre. Et quand tu n'as pas la meilleure offre, c'est de se dire que tu as une offre qui n'est pas potentiellement scalable. Tandis que peut-être 10 € moins cher, eh ben, elle te permet de scaler à 100 KD. Tandis que l'offre que tu as actuellement, elle te permet pas de scaler à 100 KD. Du moins, elle va pas intéresser un grand TAM de personnes. Parce qu'il n'y a pas que le produit qui a un grand TAM. Les gens, ils tapent TAM sur ChatGPT, mais après, c'est l'offre aussi. Si je prends un exemple, par exemple, de faire un t-shirt premium, peut-être que tu vas taper sur GPT, et quel est le TAM des personnes qui portent des t-shirts? Il va te dire des milliards aux États-Unis. Ok. Et toi, tu crois des milliards, donc tu es content, mais tu fais une offre premium ou une offre qui ne parle pas à un grand TAM de personnes. En fait, c'est cette offre-là aussi qui a un TAM. Donc, tandis que si tu fais une offre peut-être plus basse, tu vas venir targeter beaucoup de personnes. Tu vois, un acheté à offert, je sais pas, on va dire à 19,99, 19,99, peut-être le TAM est énorme. Je sais pas, je dis ça par hasard. Je dis ça pour montrer, illustrer.
Donc ça, c'est très important à prendre en Mais compte, c'est c'est qu'il y a un clairement terme par offre. la broadness de l'offre. En fait, on parle de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Si on met un prix trop haut, en fait, il y a toute une poche d'audience qui ne peut pas être touchée parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire. Et au-delà du pouvoir d'achat, il y a aussi le fait que certaines offres sont attrayantes pour certains, alors d'autres non. Et c'est pour ça que là, nous, justement, on investit de scaler plusieurs offres en parallèle. Le but est de se dire, on a une super offre 1 plus 1, mais malheureusement, tout le monde ne réagit pas au 1 plus 1. Et si on veut vraiment toucher tout le monde, bah, faut tester du 1, 2 plus 1, du 1, 2, 3, différents prix. Le rapport au shipping peut être différent. En fait, nous, les offres, comme on les réfléchit, c'est vraiment pas en profit par visiteur comme on le faisait à l'époque. Avant, on faisait vraiment un test intelligence et on regardait qui avait le plus gros profit par visiteur. Maintenant, on a arrêté cette approche parce qu'il y a exactement ce que tu as évoqué, c'est à quel point l'offre peut être broad. Et parfois, on peut faire un meilleur profit par visiteur, mais faire 5 fois moins de CA parce que le TAM n'est pas suffisamment grand. Ouais, là c'est ultra important ce que tu as mentionné, j'espère que les gens s'en rendent compte, c'est-à-dire que si vous avez une offre qui marche et que vous l'avez testée et que c'est bien, vous gagnez des petits gains en CRO, peut-être vous êtes à côté d'une offre qui peut vous faire scaler à 300 KD. Et du coup, c'est quoi ton process? Tu relances dans une nouvelle CBO une nouvelle offre avec des créas inspirés de tes winners, simplement c'est que l'offre change? C'est quoi ton process? Alors, nous, sur la typologie de shop sur lesquels on travaille, on a de la chance qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de budget alloué pour le test. Et en fait, on teste les offres de manière très agressive. Donc, en fait, moi, je vais préconiser de faire une CBO avec toutes les créas winners qui sont un minimum congruentes. C'est-à-dire, s'il y a une statique avec l'offre en grand, on va peut-être pas la tester. Enfin, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Et le but, c'est de vraiment mettre un budget relativement élevé. Donc 1000, 2000, 3000 dollars la campagne, en partant du principe où on est sur une offre qui est cohérente, on est sur des créatives déjà validées, c'est-à-dire qu'au pire, on ressort ROAS quasiment break-even et on perd pas d'argent. Donc en fait, le test coûte peu parce qu'il n'y a pas 10 000 offres. Selon moi, les offres, voilà, si on dézoome un petit peu, il y a du 1 plus 1, du 1, 2 plus 1. Selon les produits, on peut faire plus ou moins de volume. On peut mettre des gifts, mais il n'y en a pas 10 000 des offres. Et le but, c'est pas d'invalider une offre sans l'avoir vraiment testée. Donc moi, j'invite même à ne pas hésiter à faire 10, 20, 30 vidéos sur l'offre spécifiquement. Comme ça, on prend nos winners, une trentaine de vidéos, on met 2000 de budget. Dans 4, 5, 7 jours, on est fixé. Le but, c'est d'avoir un vrai test propre, volumineux, et d'avoir vraiment des insights que d'essayer les choses à moitié et de revenir dessus dans 2 mois ou alors passer à côté d'un faux positif ou vice-versa. Donc vraiment un gros test volumineux dans une CBO. Moi, c'est ce que je préconise. En tout cas, sur le premier learning, là où vraiment je voulais emphaser la chose, c'était qu'encore l'offre, c'est quelque chose qu'on peut tester. La valeur perçue, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins poussé vers le haut grâce au marketing. Par contre, le TAM du produit, si je vends des boucles d'oreilles noires et roses pour gothique, là, j'ai un TAM qui est limité. Je peux peut-être pas faire X centaines de cas par day. En fait, c'est vraiment ça. Il y a des choses qui sont structurellement quasiment intouchables. La différence entre les COGS et la valeur perçue, c'est peu, mais c'est limité. Il y a le TAM global, donc le Total Addressable Market, qui est-ce qu'on peut toucher ou pas in fine. Et voilà, ça, c'est typiquement des choses qu'on ne peut pas toucher. Et aussi la qualité produit, dans la limite du raisonnable, c'est dur de beaucoup améliorer ça. Je parle vraiment de problèmes structurels du produit et pas de packaging. Si on a trop de chargeback, qu'on scale des problèmes, ça va créer des problèmes et c'est pas scalable. Et donc ça, pour moi, c'est des produits qu'il faut savoir mettre de côté une fois qu'on a nos ambitions qui montent. 100%. Là, tu as utilisé un terme très important que peu de personnes utilisent, c'est on peut pas scaler des problèmes. Quand on veut scaler, l'image de scaler, c'est dire on va venir construire quelque chose de plus grand. Et on peut pas construire quelque chose de plus grand si on a quelque chose qui tient pas la structure. C'est-à-dire si on a des problèmes, des bottlenecks, on peut soit scaler et ensuite ça tombe, ok, c'est-à-dire scaler des problèmes, soit scaler et en fait ça va nous empêcher de scaler parce qu'on aura un bottleneck. Admettons une offre. Si on a une mauvaise offre, on peut faire les créas qu'on veut, on ne pourra pas scaler. C'est pour ça que vraiment un truc indispensable dès que vous avez un truc qui marche, c'est vous dire est-ce que là j'ai déjà les bonnes fondations pour scaler? Est-ce que j'ai des bottlenecks? C'est-à-dire est-ce que j'ai des contraintes? Et si j'ai des contraintes, eh ben là il faut les fixer.
Et ça, c'est ultra important. C'est ça qu'empêche les scales. C'est pas de rajouter plus sur la pyramide. C'est juste déjà de fixer la base pour ensuite scaler. Et scaler des problèmes, c'est le pire des trucs qui peut arriver à un e-commerçant parce qu'après, il se fait bloquer de partout. C'est très difficile Vraiment, après de ouais, revenir. c'est d'ailleurs pour ça, on veut vraiment pas scaler des problèmes. On est très confiant dans notre capacité à scaler le bon produit au bon moment dans l'agence. Et c'est pour ça que on travaille avec peu d'e-commerçants et on veut travailler que avec des e-commerçants expérimentés qui ont déjà fait des scaling à assez haut niveau. Parce que s'il n'y a pas l'équipe SAV qui suit, s'il n'y a pas la structure juridique ou alors les PSP, le banking, la trésorerie qui suit, en fait, on a beau mettre beaucoup d'énergie, si on est bloqué dans l'agence à cause de ces problèmes, en scalant, ça va que s'empirer et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on cherche vraiment à travailler que avec des structures déjà un minimum établies et des personnes qui sont capables d'encaisser un scaling parce qu'ils en ont déjà encaissé précédemment ou parce qu'ils ont déjà goûté à des semi-scaling, on va dire, des petits scaling, quoi, au moins. Est-ce que dans le portfolio de brand, vous avez beaucoup de brands avec de l'abonnement? Non, c'est vraiment pas du tout ce qu'on a. On en a peut-être une, mais c'est même pas de l'abonnement cold. C'est vraiment pas sur quelque chose sur lequel on a pu scale jusqu'à présent. Moi, j'ai d'autres questions pour toi. On va rentrer avec des quick wins. On va rentrer avec de la value plus précise. C'est quoi ton process d'itération? Alors notre process d'itération, donc nous on a une liste avec toutes les itérations possibles selon nous, donc que ce soit sur les vidéos et les statiques. Et nous notre process déjà c'est du volume. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec un partenaire, avec du coup un de nos clients. En fait nous on avait l'habitude d'itérer 8-12 fois une créative, donc que ça soit le hook en gardant le body ou tester le body en testant le hook, en raccourcissant, en allongeant, en changeant les leviers psychologiques aussi ou les émotions, changer les b-rolls. Enfin, il y a plein de manières d'itérer, mais on n'itérait pas de manière volumineuse. Et un jour, un de nos clients a pris une de nos winners et l'a itéré 50-100 fois, vraiment, on va dire 70 fois, en changeant uniquement le hook et a sorti une créa qui spendait 5-6-7 fois plus que notre winneuse, qui spendait déjà des milliers par jour. Et en plus de ça, elles n'avaient pas l'air de trop se cannibaliser, parce qu'il ne faut pas oublier que le hook, c'est aussi ce qui permet de target en quelque sorte une audience. Ça peut appeal à une audience ou pas selon les hooks. Donc en fait, scaler des hooks, ça permet aussi de scaler les poches d'audience en quelque sorte. Donc ça, c'est autour de l'itération, c'est la value que j'aurais à donner. C'est vraiment faire du volume. Pour moi, c'est sous-estimé. Et sinon, les itérations assez basiques, itérer le hook, itérer le body en gardant le hook, itérer les b-rolls, itérer l'avatar. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu très bien performer. On a une créative avec une femme blanche qu'on a refaite avec les mêmes b-rolls, le même script, mais avec une femme black. Donc ça, c'est l'avatar. C'est clairement quelque chose qu'on peut itérer. Pareil pour l'âge. Essayer de viser une femme de 35 ans, 40 ans et une femme de 55, 60 ans avec quasiment le même script et les mêmes leviers, enfin tout pareil, juste l'avatar qui change. C'est des choses qu'on voit très bien performer aussi dans les itérations. Très intéressant. Moi, ce que je pourrais donner comme value au niveau d'itération, en gros, je le dis tout le temps, mais il n'y a aucun de nos ads banger, c'est nos ads qu'on dort, c'est-à-dire des ads pour moi qui spendent 500K. Ok, il n'y en a aucune on les a lancées et elles ont spendé direct. C'est toutes des itérations, toutes des ads qu'on a améliorées. Et encore maintenant, on a une ad récemment qui là, je pense, va bientôt spend 1M depuis avril, je pense. Et cette ads-là, c'est simplement une amélioration d'une ads qu'on avait avant. Et le process, il a été très simple. On avait un script qui marchait bien, l'ad, c'était bien, et j'avais revu personnellement le script. J'ai fait juste une version améliorée avec des nouveaux hooks, et un hook, c'est qu'il y a un angle spécifique, qui a un call-out aussi de personnes, c'est qui disait les personnes XXX, en gros c'est pour vous, et là c'était amélioré, le script est légèrement amélioré, et là c'était amélioré avec des footage, et on l'avait encore amélioré, c'est-à-dire que on a des learnings qu'on avait fait avec une analyse de data, c'est-à-dire qu'on avait analysé tous nos spends sur une marque donnée, sur notre marque. On a remarqué que, par exemple, mettre des visages durant les 30 premières secondes, ça réduisait le ROS. Que mettre des femmes, ça améliorait le ROS. Que mettre, en fait, des mains de femmes, c'était encore mieux, etc., etc. Puis, en fait, on a simplement essayé de battre cette version-là selon nos datas.
Et on a fait, on va dire, une ads, on va dire presque parfaite sur le papier, avec différents hooks, on a itéré, le script était un peu mieux, et là, on a eu une banger ads. C'est-à-dire, cette ads-là, je pense que bientôt, elle va avoir spend ce mois-là, je pense qu'elle a peut-être déjà spend 1 million. Vous devez toujours garder en tête, dès que vous avez une winner ads, une ads winneuse, de venir la battre. C'est-à-dire, il faut la battre, il faut faire mieux. C'est OK, elle a spend tant, on va essayer de faire une banger ads. Et nous, c'est juste ça le secret, c'est pas des choses farfelues, c'est juste de, OK, essayer de la battre. Bah, justement, ça m'évoque quelque chose. Nous, justement, des fois, on a une approche où on veut pas forcément battre la créative, mais on cherche à scaler sur une autre audience. Mais ça s'adresse par exemple aux winners vidéo, où on a un script, donc un body et un CTA, qui va vraiment parler, par exemple, de l'UMS, du unique mechanism, la solution, et qui va enchaîner avec de la social proof, des bénéfices, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on a fait récemment qui performe très bien, c'est que dans le hook, en fait, on va mettre différentes prospect stories. Donc, on va chercher des prospect stories à travers Reddit, notre questionnaire post-achat juste après l'achat. Donc, voilà, finalement, c'est des prospects ou des clients, des histoires. Par exemple, là, en ce moment, on est sur l'été, il y a plein de produits été. Il y a des femmes, leur buying triggers, le moment où elles ont voulu trouver une solution, c'est elles esquivent la piscine parce qu'elles ne sont pas à l'aise dans leur corps. Enfin, peu importe le produit. Ou alors, elles ne veulent pas aller à la plage. Ou alors, elles se sont vues dans une photo de famille et elles s'est trouvée horrible. En fait, il y a plein d'histoires comme ça qui peuvent target une audience différente sur le même angle. Et ça peut même être le même avatar. Je parle surtout sur un produit qui a des grands angles, un grand thème de base aux US. Comme ça, vraiment, en fait, c'est pas des créas trop nichés. Il y a quand même une audience à aller chercher gigantesque. Et en fait, on a un super body, on a un super CTA qui fait vendre le produit. Maintenant, il faut juste target la bonne audience, call out la bonne audience dans le hook. Et là, on va pouvoir, par exemple, utiliser des hookia où on va en fait reproduire les prospect stories dans le hook. Et là, on peut en faire des dizaines et des dizaines. Et en fait, la même créative va targeter précisément différentes scènes de vie de personnes. Et en fait, ça permet de ne pas faire affronter les créas, mais vraiment de se ultra segmenter et de bien target chaque personne. Et là, nous, on a vu vraiment une performance de scaling horizontal. Et en plus de ça, les ROAS tendent à être bien meilleurs parce qu'il y a vraiment une personnalisation, une segmentation. La personne se reconnaît directement dans le hook. Ouais, Meta veut de plus en plus ça en plus. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est aller sur Reddit et trouver vraiment des moments de vie qui reviennent. Comme tu dis, tu as donné un très bon exemple pour ceux qui veulent perdre du poids. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, on va voir qu'en fait, pour notre avatar donné, elle, à un moment, on sait que sa douleur est très très intense, c'est quand peut-être elle esquive les piscines, comme tu dis. Elle esquive les piscines. Du coup, utiliser ça en hook, ça va venir parler, ça va avoir une approche différente, même si l'avatar est le même. Et du coup, Meta, il adore ça, parce qu'en fait, la personne, ça va avoir un très bon watch time, elle va être très engagée, elle va être très qui aussi émotionnellement. Et ça, je pense que c'est un très très bon tips. Donc, de regarder sur Reddit, je pense que tu dois avoir à peu près le même process, c'est-à-dire de faire du scrapping quelque part de contenu pour connaître qu'est-ce qui pique vraiment notre avatar. Le moment de vie vraiment est le plus high en termes de douleur. Si c'est une douleur ou si c'est un désir, quel est le plus high en termes de désir? Peut-être en termes de désir, c'est simplement se regarder dans la glace. Peut-être pour d'autres, c'est simplement d'avoir son mari ou un homme qui les regarde, puis du coup de faire différentes approches psychologiques de moments de vie en fait qui activent ces émotions. Tu cherches aussi comme ça sur Reddit? Carrément, carrément. Nous, on appelle ça du review mining. Donc, bon, il n'y a pas que des reviews, mais on s'entend. C'est que ça soit dans le questionnaire post-achat, que ça soit sur Reddit, que ça soit sur Quora, ou peu importe, sur des blogs, des forums, sur des commentaires sous les ads. Et le but, en fait, c'est de lister tout ce qui est pertinent. Donc, tout ce qui a du poids émotionnel, tout ce qui est spécifique, ce qui apporte beaucoup de valeur. Et ensuite, c'est de compter les occurrences. Et finalement, si 72 femmes veulent perdre du poids parce qu'il y a l'approche de leur mariage, c'est quelque chose qui va avoir plus de poids que quelque chose qui revient 11 fois ou 8 fois ou 2 fois. Et quand on voit quelque chose qui se répète 300, 400, 500, 600 fois, là, il y a vraiment une grosse pause d'audience parce que si 500 commentent cette scène de vie, on peut être rassuré qu'il y a des centaines, voire des millions de personnes qui peuvent s'identifier à cette scène de vie aussi. Donc, c'est exactement comme ça qu'on procède. Et toi, quand tu as, par exemple, cette ads-là, Émilie se regarde dans le miroir, elle voit qu'elle ne peut plus mettre son pantalon, etc.
quand tu as une ads qui commence à bien spend, au niveau de la répartition des créatives, genre le net new et les itérations, déclinaisons de cette créative, c'est à peu près combien? Ouais, alors nous, on traque net new itération. Après, il faut savoir que moi, j'ai une approche très fluide des créatives. J'essaie vraiment en fait de faire en sorte de ne pas rentrer dans des cases. On a déjà essayé, ça nous a pas souri. Et j'ai envie de te dire, c'est vraiment au feeling. C'est-à-dire que si on a une créa qui explose, on l'itère de manière volumineuse. Si jamais ça perd vraiment bien, on continue à l'itérer si on a des bonnes idées. Par exemple, on peut itérer l'avatar. Comme tu disais, Emily, ça peut être aussi Emily, ça peut être une blague. On peut lui ajouter 20 ans. On peut changer la scène, le décor. On peut essayer du Pixar, du Claymotion. On peut essayer de l'IA réaliste. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc, tant qu'on a des bonnes idées, de la créativité, on pousse. En fonction de la performance, on pousse. Et si on voit que c'est moins bon, on calme. On traque pas au pourcentage près. Le but, c'est que ça soit assez organique, assez fluide. Et pareil pour l'ad account au global. Le pourcentage d'itération et de net new, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre est-ce qu'on a sorti beaucoup de winners récemment, auquel cas on va beaucoup itérer, le pourcentage va augmenter. Si on a des super idées de net new, on va pousser beaucoup de net new. C'est pas forcément une métrique que je vais surveiller. On n'a pas des codes sur ça. On essaie vraiment de faire au feeling. L'instinct et le feeling, je pense que c'est un peu sous-coté et ça permet beaucoup de choses finalement. Oui, je vais te poser d'autres questions quick win, on va dire. C'est quoi comme concept qui marche en ce moment même, ou Ouais. peut-être pas trop connu? Carrément, je vais, pour continuer dans les learnings et dans une quick win, déjà, premièrement, je donne le principe et ensuite je donne les concepts et les quick wins. Le principe de base qui selon moi, est ce qui a fait une grande partie de notre réussite, c'est ce que j'appelle les patterns recognition. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est juste reconnaître les patterns. Ça, c'est essentiel pour moi. En fait, je fais énormément de veille. C'est-à-dire que je passe vraiment des dizaines d'heures par semaine à faire de la veille et je repère des patterns. C'est-à-dire que quand on va spy, je sais pas, une centaine de brands qui scale aux US, s'il y a un nombre anormal de concepts similaires, pour moi, ça va pas être le script, ça va pas être la marque, ça va être le concept qui aura fait la différence à ce moment-là. Donc, la pattern recognition, ça nécessite beaucoup de veille et ça nécessite aussi de repérer ce qui se ressemble et de regarder si c'est anormal qu'il y a autant de fois ce concept parmi les brands. Donc, ça, c'est pour le principe de base. Et qu'est-ce que j'ai détecté récemment avec la pattern recognition? C'est les créa warehouse. Les créa warehouse, c'est quelque chose que je vois ressortir énormément, que ce soit en vidéo, en statique. We have made too much. Normalement, ça vous parle. We have made too much. Et c'est les statiques où on voit un entrepôt. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marcher. Ça marche aussi en native et en vidéo. Donc, la warehouse, c'est vraiment quelque chose qui va venir aider à vendre. Ce côté stock, ce côté urgence. Ensuite, il y a des concepts qui vont revenir anormalement plus que d'autres. Donc, par exemple, parmi les statiques, il y a plein de concepts. Il y en a vraiment, je pourrais en citer des dizaines, mais c'est vraiment la headline qui va vraiment ressortir, bien plus que les post-it, que tout. Donc, les statiques headline, très impactants, et les statiques aussi textuelles, text-based, avec des hooks du style « We are saying goodbye ». Ça, c'est quelque chose qui va revenir énormément. En fait, quand une brand sur 5 a une créa dans le top % en ad rank, enfin les top impressions, c'est qu'il y a une raison, c'est que la créa est performante. Et quand je dis we are saying goodbye, après le but c'est pas de dire on ferme, etc. Ça je déconseille. C'est vraiment ensuite de dire voilà, de faire parler de promotion ou d'angle marketing ou de stock sans aller trop loin. C'est pas bon pour l'ad account, c'est pas bon pour le business. Donc statique textuel, créa warehouse sous toutes ses formes. Les triples promotions, ça revient aussi énormément. Triple discount, normalement, c'est pour ceux qui font beaucoup de veille, ils le voient souvent. C'est vraiment de dire qu'il y a la réduction de base, plus une réduction saisonnière, plus un free shipping exceptionnel. Donc le triple discount en vidéo, très bottom of funnel, c'est quelque chose qui revient. Et j'aurais tendance à dire les concepts IA sont en train d'exploser. Notamment, j'en identifie deux. Il y a d'un côté le Pixar, donc c'est un style particulier qui ressemble à Pixar, qui ressort beaucoup. Et le deuxième, moi je l'appelle le concept I am.
En fait, c'est une succession de scènes, d'objets qui parlent, et ça commence souvent par I am a compression socks, I am a razor. Enfin, c'est je suis quelque chose, je suis ton ventre. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort aussi énormément. Je compte les occurrences de chaque créa winner sur les comptes, et ça ressort anormalement. C'est super winner en ce moment. Là, ce que tu veux dire par I am, c'est le point de vue du problème ou du produit. C'est-à-dire, t'as un problème au niveau des pieds, c'est le pied qui parle. C'est C'est ça. ça, et souvent il y a une succession, souvent ça va être les 3-4 solutions alternatives, ou alors ça va être le pain point qui va parler, et ensuite on va introduire à la fin le produit. Si je prends un exemple concret, Un exemple que j'ai vu là cette semaine, c'était un liquide lymphatique où tu avais un ventre qui parlait en animation, et ensuite tu as une tisane qui parle, et tu as toutes les autres solutions en fait que le client a déjà testées, et qu'au final, après au milieu de la vidéo, tu as la solution qui arrive, et la solution c'est le produit qui est aussi qui parle lui-même, et ensuite tous les autres se sont fait détruire avec les arguments carrément, et de ce produit-là. c'est un très bon exemple. C'est une des meilleures créatives en France qui tourne actuellement en IA, donc sur le drainage lymphatique. Voilà, il y a le ventre avec de la rétention d'eau, il y a la tisane qui est un produit qui a été testé. On peut même mettre un halter qui va parler, qui va dire je suis la salle de sport, tu as essayé, mais je ne vais pas résoudre ton problème parce que tu n'as pas un problème de gras, mais de rétention d'eau. Et voilà, en fait, ça va être plusieurs objets qui vont parler, qui sont soit des solutions alternatives, soit le pain point en lui-même. Ça peut être, voilà, faut être créatif. Et à la fin, c'est notre produit qui parle en apportant la solution. 100%. Et toi, tes concepts winners, tu les trouves, on est d'accord, avec de la veille. C'est-à-dire, tu vas venir aller sur des outils comme TrendTrack et regarder qu'est-ce qui performe, puis à force, tu vas venir voir des patterns ou des concepts qui reviennent et tu les testes. On est d'accord, c'est aussi simple que ça. Exactement, c'est énormément de veille, des regroupements pour voir qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'occurrences. Et lorsqu'il y a beaucoup d'occurrences sur un concept, on va le tester. Après, parfois, voilà, on déroge à la règle. Selon les marques, selon l'inspiration, selon la créativité, on peut aussi essayer des choses complètement déconnectées de la veille. Mais on a une approche très data, très marché. Et le but, c'est vraiment de comprendre ce qui fonctionne sur le marché afin de le répliquer et de le faire en mieux. Ensuite, qu'est-ce que tu aurais d'autre comme quick win, learning que tu as appris récemment qui pourrait être valuable pour les gens pour gagner plus, simplement pour scaler plus? Alors des learnings, il y en a pas mal. J'ai par exemple, bon, si on s'écarte un tout petit peu des créatives, mais c'est ce qui me vient en tête, c'est After Sell. Il y a la fameuse option pour mettre en avant des offres. Lorsqu'on fait beaucoup de volume, ça peut rapporter vraiment des dizaines de milliers de dollars sans impacter le cold et sans effort. Donc en fait, il y a une petite option sur After Sell Rocked qu'on peut cocher. Ça montre des offres, vraiment des trucs type Netflix, etc., des abonnements. Et en fait, vu que ça arrive après l'achat, ça va pas impacter le cold. Et c'est quelque chose qui marche bien, c'est super optimisé. Et ça s'adresse surtout aux personnes qui font beaucoup de volume, mais ça peut littéralement représenter des dizaines de milliers de dollars par mois, hein. C'est en cochant une case, quoi. Donc ça, c'est un learning. Pour la plupart des marques, quand tu fais de la recherche de concurrents sur les créas, etc., c'est toi-même qui le fais ou tu as aussi formé des gens qui le font à ta place? C'est quoi un peu le process? Parce que tu as dit que tu es un peu toujours dans les tranchées. Ouais, carrément. Bah, moi, tout le temps, hein, je veux vraiment pas quitter les tranchées. Je pense vraiment qu'être dedans et être l'agent principal, c'est ce qui apporte beaucoup de succès, même si la délégation, c'est super. Mais voilà. Mais sinon, non, on a bien évidemment, on a aussi des créastrates qui épaulent sur la partie recherche. Et nous, chaque personne de notre équipe est en capacité d'aller sur TrendTrack, d'aller dans nos folders, d'appliquer les bons filtres, donc add rank, trier les créas, regarder les pages. Et ils sont tous en capacité de faire de la veille eux-mêmes des marques concurrentes. C'est vraiment quelque chose en fait que j'inculque, c'est apprendre à pêcher. Et pas juste recevoir son script, le monter, c'est tout. En fait, il y a vraiment... chaque static maker et vidéo éditeur sont des petits créastrates. C'est comme ça qu'on réfléchit chez nous. Et ensuite, ils vont se faire épauler par un créastrat qui va vraiment leur donner des assets qu'ils vont pouvoir exploiter. Parce qu'à la fin, il faut quand même beaucoup de volume. Donc forcément, il faut leur libérer du temps et ils n'ont pas tout le temps nécessaire pour faire des deep research. Mais on va avoir un créastrat qui va donner un Google Doc rempli de value, qui va lui-même structurer nos folders TrendTrack afin qu'ils puissent aller
être facilités. Donc, on a les concurrents par marque bien rangés et eux, après, ils peuvent aller dedans, exploiter la data. Et on a aussi des weekly calls, comme je l'ai dit. On en a un qui est justement spécialisé pour la veille. En fait, c'est vraiment le créastrat qui va prendre 30 minutes par marque et qui va expliquer les patterns qu'il a repérés chez les concurrents indirects et les concurrents directs, ce qu'il a trouvé comme nouveau learning à travers son review mining, et voilà, toutes sortes de values qu'il va pouvoir leur apporter. Donc, c'est par équipe. Donc, il y a plusieurs créastrats et il y a plusieurs équipes. Et du coup, c'est des petits calls weekly de 30 minutes quand il y a des learnings vraiment intéressants sur une marque. Toi, Nico, tu as un learning à partager? Moi, j'ai un petit quick win que j'ai eu cette semaine, que j'ai déjà appliqué il y a pas mal de temps. Je suis pas sûr qu'on l'avait partagé dans le podcast, mais c'est sur les job posts. Là, cette semaine, j'ai eu vraiment des profils vraiment, vraiment exceptionnels sur Upwork. Et en fait, j'avais publié mon job post. Et juste le fait d'avoir changé le titre et d'avoir vraiment mis un titre extrêmement ambitieux au niveau du Upwork post, et aussi les 4-5 premières phrases du job post. Genre, j'ai mis un titre beaucoup, beaucoup plus ambitieux, comme quand on cherche tant de chiffres. Bah, j'ai eu instantanément des top profils qui m'ont envoyé des top looms, et j'ai vu la différence entre genre un post Upwork que j'ai fait et le deuxième où j'ai mis un titre qui est beaucoup plus attractif. Et j'ai vraiment eu des top, top, top profils, genre incomparables, les deux job posts. Donc, juste le fait de switcher les titres des jobs Upwork, c'est game changer. Et d'ailleurs, tous les posts Upwork que je fais, je les booste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris cette semaine. C'est game changer. Genre vraiment, là, j'ai eu des top, top, top profils. Ok, ouais, vraiment intéressant. Et c'est drôle parce que c'est ce que je disais à mes équipes. Dans le recrutement, nous, avant, on faisait ça. En fait, on faisait 2-3 posts job avec 2-3 titres différents pour attirer des différents profils. Parce que le titre, c'est comme un hook. Dans les job posts, ça va venir attirer certains profils ou pas. Et c'est vrai que c'est fou la différence. Mais vraiment tu vois, si t'as ta vision, genre limite, genre vraiment augmenter la vision, tu vois, genre vraiment que ça soit wow. Et là, t'attires vraiment des pépites. Ok, t'as d'autres quick wins? Moi, j'ai peut-être une quick win. C'est pour tous ceux qui vont faire la transition aux US. Je sais qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui sont en Europe qui transitionnent aux US parce qu'ils ont des plus grandes ambitions ou parce que c'est un marché qui leur convient plus. J'ai envie de parler du shipping. C'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, je trouve, ou pas suffisamment pas assez. Le shipping aux US, c'est game changer. Ça marche pas tout le temps, mais parfois ça change complètement le business. Et ne pas hésiter à monter le shipping. Donc là, je parle de shipping à 9,95 par exemple. Donc 5,95, 9,95. Et ça peut vraiment être game changer selon votre produit, votre AOV. Et donc, si jamais vous êtes break-even ou à-peine winner et vous hésitez à couper le product, essayez de rajouter 9,95 au shipping, continuez à envoyer du volume. Et parfois, ça se débloque. Et c'était le petit coup de boost qu'il fallait pour aller chercher beaucoup, beaucoup plus. Et aux US, ils sont habitués de payer la livraison. Nous, c'est toujours payant. Et aussi, je sais pas si vous êtes déjà allé aux US, mais quand tu vas aux US, genre, t'as les taxes, t'es habitué à payer plus. Tout le temps, payer plus. Donc, vraiment, la livraison, moi, c'est obligatoire de la mettre en payant. En fait, souvent, et d'AB tester. Le réflexe, c'est de mettre 0 quand on passe souvent d'Europe aux US, alors que tu mets 9,95, ton CVR, il bouge des fois, parfois presque pas, et par contre, en marge, ça explose. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête si vous transitionnez aux US. Même si ça se teste, c'est pas tout le temps vrai, mais de mon expérience, c'est souvent vrai que le shipping, ça fait la diff. Ouais, je suis d'accord. En fait, dans la transition aux US, quand on a une marque en France qu'on veut transitionner aux US, il y a plusieurs learnings que je pourrais apporter, d'avoir fait plusieurs fois. C'est s'adapter justement à la culture, c'est-à-dire la culture américaine. Ok, il y a les shipping payants, donc il va falloir tester différents shipping. Ce qui marche très bien, c'est entre 7,99 et 9,99. Ok, nous on met différents types de shipping et après vous pouvez encore AB tester de mettre un shipping à 8,99, 8,99, plus un à 17 ou un à 8,99 et un à 14 pour en fait vous aurez des résultats totalement différents. Et nous, ce qui marche bien, c'est de faire un shipping à 8,99 et un autre premium à 14, je crois, ou 15. Et même si on a très peu qui prennent le 15, ça va venir renforcer
la valeur perçue de celui qui est à 8. Mais sur les US, voilà, shipping vraiment important. Ensuite, ne pas hésiter à augmenter son AOV. C'est-à-dire sur les US, ils sont habitués en fait à acheter et à racheter. C'est-à-dire que sur les US, ça va être beaucoup plus compétitif. Le CAC va être plus élevé, le coût par achat va être plus élevé. Donc il va falloir vraiment avoir un meilleur AOV. C'est ultra important. Vous ne pourrez pas avoir le même AOV qu'en France. Et c'est ce qui fait que beaucoup de marques, je ne comprends pas, je stagne, parce qu'en fait, ils ne capitalisent pas sur le fait que les Américains, c'est des gros acheteurs et qu'ils achètent à écart de crédit. Donc vraiment, vraiment bien améliorer son funnel et être plus agressif. Et ensuite, savoir que les CPM peuvent être hauts. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, quand on se lance sur les US, être prêt à dépenser des cas, voire dizaines de cas, jusqu'à que ça perce. Et si les CPM sont vraiment trop élevés, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est de faire du whitelisting partnership assez rapidement. En fait, on peut avoir les mêmes ads avec juste en whitelisting ou en partnership et les CPM peuvent être totalement différents. Et quand on veut prendre les US, quand les CPM descendent et qu'on est break-even ou légèrement en perte et qu'on va venir mettre la même ads en partnership et que les CPM sont plus bas, eh ben ça permet d'être rentable. Donc je dirais, c'est à peu près ça. Et après, il faut être conscient que quand on part de France à US, la sophistication du marché n'est pas la même. Souvent, les US, ils sont avancés, c'est-à-dire qu'ils sont plus loin et que si vous venez avec votre positionnement qui marchait en France, mais il va peut-être pas marcher aux US. Peut-être aux US, il va falloir plus discréditer. Ok, vous êtes parmi un banc de poissons, tandis qu'en France, vous étiez le seul poisson. Donc, il va falloir peut-être renforcer son mécanisme. Souvent, c'est ça, c'est renforcer son unique mécanisme, avoir vraiment une offre ou la mettre en avant et améliorer le désir et être vraiment précis au niveau de l'avatar. Donc, ne pas hésiter à refaire une analyse marketing de l'avatar aux US. Pas reprendre exactement ce que vous avez en France, mais vraiment une spécifique aux US. Et adapter peut-être aux US pour ceux qui perdent du poids. Moi, j'ai déjà remarqué, j'ai jamais lancé de produit perte de poids, hein, ça date, mais j'avais remarqué une fois pour un post Twitter ou une vidéo que je tournais, qu'aux US, pour elles, pour les Américaines, de faire de la balançoire ou du hula hoop, c'était une solution courante pour perdre du poids avec plaisir. Et je vous garantis, en France, il n'y a personne qui fait de la balançoire pour perdre du poids. Donc en fait, si toi tu prends ton ads en France, où c'est que ton niveau d'awareness par rapport aux solutions données sont X, c'est-à-dire que en France, pour perdre du poids, elles font à la salle de sport ou elles font un régime, et quand tu vas remettre ça dans ton ads aux US, bah, c'est pas pareil, parce que là, elles font de la balançoire et elles font du hula hoop. Donc il va falloir aussi changer certains trucs dans tes ads. Donc c'est ultra important de juste faire de l'analyse. 100%. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, et c'est 100% pertinent avec la culture, là, tu parlais de perte de poids. Aux US, il y a la vague GLP-1 qu'on voit pas forcément autant en France. Et il y a des marques qui se construisent uniquement sur le persona des personnes qui ont pris du GLP-1 et c'était problématique pour eux, ou alors ils ont échoué le GLP-1, ou alors ils ont réussi de prendre du GLP-1, mais derrière ils ont eu plein de problèmes secondaires. En fait, la taille d'audience est tellement plus grande, le pouvoir d'achat est tellement plus grand que la sophistication n'est pas la même. Donc, en fait, on peut faire du marketing beaucoup plus sophistiqué. On peut vraiment target des sub-avatars, mais la taille de l'audience reste largement cohérente pour ads sur ça. Et dans un marché sophistiqué, il faut bien sortir du lot. Les messages trop broad, ça ne suffit plus. Parfois, il faut descendre de 1 ou 2 layers et il faut s'adapter à la culture. 100%, c'est super pertinent. Tout ce qui est GLP-1, ça va bientôt être, il me semble, accepté en Europe, hein. Enfin, en France, etc. Mais c'est pas encore le cas. Ouais, après moi là pour le coup je parlais vraiment plutôt l'angle GLP-1, pas forcément bien sûr, vendre, mais plutôt dire tu as déjà pris du GLP-1, ça a causé ça, on a la solution et ainsi de suite. Ouais. Mais pour dire que c'est un marché insane, hein, dès que ça va être ouvert en France, ça va être c'est bien, le c'est bon pour la santé. c'est le futur. Hein. C'est bon pour la santé. Non, c'est pas bon. Enfin, tu perds énormément de poids et après t'as plein d'effets secondaires, quoi. Ok, ouais, donc c'est des produits à pas vendre. Je conseille pas de vendre. Ça sert à rien, vous allez squeler des problèmes. Non, il faut pas le vendre, mais genre, il faut pas le vendre, mais il faut de vendre des solutions. Ouais, des solutions. Ça va créer un marché de ceux qui l'utilisent. Exactement, ça va créer un marché parce que beaucoup de gens seront aware de ça et ça va pas marcher et du coup, on va pouvoir en fait se positionner. Écoute, t'as fait ça. On éduque en fait, ça marche pas parce que le mécanisme XY c'est pas le bon, puis ensuite introduire un produit qui sera bon. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, comme quick win que je pourrais donner, il y en a deux. Un très simple quand on itère, c'est de toujours, comme il dit Kael, de en fait avoir un hook encore plus précis au niveau de l'avatar. C'est-à-dire que si le hook c'était attention les femmes de plus de 40 ans, ok, ça marchait bien. Là, on va faire attention les femmes qui font de la balançoire pour perdre du poids.
on va faire un truc encore plus précis au niveau du hook. Donc ça, c'est un truc qui marche très très bien. Pareil au niveau des hooks ou pareil au niveau des statiques. C'est-à-dire, on a une headline qui marche bien. On va faire une headline encore plus précise pour l'avatar. Et ça marche vraiment très très bien. Et ensuite, une autre quick win que je pourrais partager, c'est d'utiliser aussi AdSpy pour faire de la veille et en fait de venir regarder des winners du passé pour un mot-clé, pour une niche, etc. De venir analyser les commentaires. Ça, c'est ultra intéressant parce qu'on peut voir les commentaires et de regarder dans les commentaires, en fait, de faire un scrap avec Claude et de dire, OK, il y a quoi qui ressort et en fait, de faire des ads sous ces angles-là. Et pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, des fois, sous certaines anciennes ads ou sur AdSpy, il y a des angles qu'on n'aurait peut-être pas trouvé sur Reddit parce que les ads, ça t'arrête certains types de personnes et il y a des trucs qu'on retrouve dans les commentaires de précédentes ad winners qui ne se retrouvent pas sur Reddit parce que sous différentes ads, il y a des différentes personnes qui commentent et il y a des belles pépites. Il y a vraiment des belles pépites. Rien que déjà faire du copy meaning de l'ad qui était banger en 2024, en 2023, en 2022, peu importe, ça marche et de reprendre aussi, lire les commentaires, ça permet d'avoir encore du learning en plus. Voilà, juste pour un autre petit quick win. 100%. Et c'est ça que je reproche au Spy Tool d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas l'accès aux commentaires. Mais via ce Spy Tool, il y a et c'est game changer. Ça sera fait, BX. 100%. Compte sur toi. Là, on arrive gentiment à la fin du podcast. Est-ce que vous avez encore de la valeur à partager, un learning, peu importe, ça peut être dans la vie de tous les jours pour sentir bien, pour gagner plus d'argent. Est-ce que vous avez un truc qui vous vient en tête? Là, on aura déjà bien partagé beaucoup de value. Là, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on leur a donné des pépites. Je souligne bien parce qu'en fait, les gens ils se rendent pas compte, en fait, quand on balance des trucs, à quel point c'est important. C'est pour ça que souvent, je leur souligne et je reprends ce qu'a dit Kael ou Nico parce que les gens se rendent pas compte. Il y en a des qui se rendent compte, mais il y en a trop qui passent à côté. Donc, je préfère leur rappeler quand vraiment, c'est une pépite. Est-ce que vous avez d'autres pépites ou petites quick wins à partager pour la fin? Pépite que j'ai eu cette semaine, c'est d'appliquer vraiment la gratitude à son plein potentiel. Parce que je voyais souvent les gens parler de gratitude, je fais ma routine, la gratitude le matin, etc. Une fois que tu l'appliques vraiment et que tu es vraiment reconnaissant pour les choses que tu as déjà dans ta vie, ben, toutes les choses où c'est que tu vas être reconnaissant, elles vont s'amplifier. C'est une loi. Et aussi, quand on a quelque chose, un bottleneck ou quelque chose qui se passe pas bien dans notre vie, etc., le fait d'être reconnaissant de choses dans ce même univers, de remercier, par exemple, on a un souci avec son PSP, bah, du coup, on remercie que ça arrive maintenant et pas plus tard, etc. Et juste de remercier 10 points sur la situation actuelle, ben, ça va vous faire trouver des solutions. Et vraiment, la gratitude, c'est game changer. On en reparlera plus très bientôt. Je suis 100% d'accord. Et pareil, ça, c'est le glitch pour être heureux et le glitch aussi pour résoudre ses problèmes. Parce que tu as dit, tu as un problème de peu importe qui t'arrive, ok, en quoi tu peux avoir de la gratitude? Et quand tu retournes la situation, ben, en fait, tu vois que ben, tu te sens moins mal. Au contraire, même, tu vas te sentir bien parce que tu vas venir voir en fait en quoi ça a été important. Donc, ouais, 100%. Merci pour ce partage. Kael, t'as un quick win? Ouais, un dernier, je dirais, moi, c'est les fondamentaux. Ça, c'est quelque chose que je trouve super important. C'est vraiment se focaliser sur les fondamentaux. Et moi, personnellement, à titre personnel, je veux me focaliser que sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit en ce moment, notamment avec l'IA. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se déconcentrent et qui, en fait, oublient leur métier d'être e-commerçant ou être créastrat et, en fait, essaient de devenir des petits ingénieurs en herbe ou autres sur des outils qui sont finalement la plupart du temps éphémères parce qu'il y a tout le temps des nouveaux modèles, il y a tout le temps des nouvelles choses, alors que les fondamentaux, les principes premiers, ils sont là, ils bougent pas, ils bougeront pas. Et j'invite tout le monde à travailler sur ça, les consolider. Je suis 100% d'accord. 100%. Copywriting. Copywriting, même avant. c'est ça. Il y a plein de principes. Le risk-reward, par exemple, apprendre à vraiment mesurer les risk-reward, ça, c'est quelque chose de super important. Il y a beaucoup qui n'ont pas ces basiques et en fait, ils vont creuser sur des modèles Opus, Max, 4.7. Enfin, et en fait, ils vont essayer de faire des projets, de travailler sur du cloud code, alors qu'en vrai, les réponses, elles sont sous nos yeux. Quelqu'un qui maîtrise les fondamentaux fait 1 million par mois de CA en e-com. Avec le temps, enfin ça prendra le temps qu'il faut, mais il les fera. Alors que maîtriser Cloud Code, je connais personne qui a fait 1 million sans les fondamentaux avec Cloud Code. Donc c'est se rappeler c'est quoi les fondamentaux et travailler dessus constamment. C'est toujours mieux de consolider ses fondamentaux que de travailler sur des choses nouvelles et éphémères. 100% d'accord.
Donc j'espère que vous avez compris. Travailler nos fondamentaux et fuck le Claude. Claude Code. Non, Surtout qu'avec Claude, on peut tout faire. Hein. non, Enfin, pour rappel, après- on l'a dit. Pour rappel, il faut avoir les fondamentaux et ensuite il faut utiliser des outils pour décupler en fait ces fondamentaux. Mais c'est pas l'outil qui va faire les résultats. Ça c'est un rappel, on l'a déjà dit beaucoup de fois. Moi, comme quick win, un truc très rapide. Donc tester. Simplement, là, on est dans une période où c'est qu'il y a la Coupe du Monde et simplement de faire une offre dans certains pays, certaines niches, ça peut très très bien marcher. Très très bien marcher. C'est pas pour rien que de grosses enseignes font des offres. Par exemple, en Suisse, on a McDonald's que quand la Suisse gagne, font les cheeseburgers à 1 franc suisse. Donc, comment vous pouvez l'appliquer dans votre marque si vous avez, par exemple, je sais pas, vous vendez en Espagne, par exemple, quand l'Espagne gagne, ou je sais pas, vous faites offre spéciale Coupe du Monde et surfez sur ça. Même en email, etc., ça marche très bien. Donc voilà, petite quick win du moment, elle sera encore valable parce que le mondial, je crois, termine mi-fin juillet, donc on a le temps. Je pense qu'on a bien rafalé hein, sur cette dernière Ouais, ça partie-là. Ouais, dites-nous en Il y a eu commentaire. beaucoup de dernières quick wins, c'est bon ça. Ouais, je pense. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast. Je pense qu'on a régalé, surtout ceux qui veulent scaler, même ceux qui débutent. Faites-nous savoir si vous êtes débutant ou si vous êtes avancé, qu'est-ce que vous avez apprécié. C'est important pour nous, comme ça, après, durant les prochains podcasts, on peut régulier, on peut réinviter Kael, par exemple, pour aller plus en profondeur dans certains détails. Donc, vraiment, dites-le nous en commentaire. Vraiment important. Sinon, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je vous remercie pour ce podcast. Merci Kael. Merci Nico. Ouais, Kael, si les gens veulent te retrouver, on mettra ton Twitter, c'est ça où tu es le plus Ouais, présent. c'est ça, Twitter et YouTube. C'est les deux endroits où je suis le plus présent. Top. On mettra ça en description. Donc, merci d'avoir été là. Merci Mathéo aussi. Merci. See you next time, les gars. C'était cool. See you. See you. Bye bye.